On se retrouve aujourd'hui pour parler du petit déjeuner anti-inflammatoire idéal. On va voir ensemble ce qu'il faut mettre au programme et ce qu'il faut éviter au maximum. Avant de rentrer plus précisément dans l'aspect anti-inflammatoire, petit rappel sur la composition nutritionnelle idéale du petit déjeuner. Je ne vous l'apprends sûrement pas, mais le petit déjeuner doit être composé en grande partie de protéines. Pourquoi ? Pour commencer, les protéines sont satiétogènes, c'est-à-dire qu'elles coupent la faim. Donc elles vont permettre de mieux gérer dans la matinée les fringales, mais aussi tout au long de la journée. Ensuite, elles stimulent l'organisme dès le réveil, car elles contiennent de la tyrosine, qui va permettre de fabriquer nos neurotransmetteurs, c'est-à-dire les messagers chimiques de notre cerveau. Et dans ce cas, la tyrosine va permettre de fabriquer la dopamine et la noradrénaline notamment, qui sont nos boosters. Comme les protéines sont plus difficiles à digérer, elles vont ralentir l'absorption des glucides que l'on mange avec, ce qui évite les pics de glycémie. Enfin, elles augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire la chaleur corporelle, ce qui nous fait brûler plus de calories pour la digestion. Donc, l'idéal, c'est de partir sur 2 portions de protéines pour une seule portion de glucides. On va voir des exemples ensuite. Pour finir sur nos petits messagers chimiques, sachez qu'il y a une logique là-dedans. Manger beaucoup de protéines le matin et le midi nous permet de synthétiser ces boosters. Et il est également logique de moins en manger à partir de la fin de journée et le soir pour privilégier la synthèse de sérotonine qui, elle, au contraire, va nous calmer, nous apaiser pour faire arriver tranquillement la mélatonine qui, elle, nous fera dormir. C'est ce que l'on appelle la chronobiologie nutritionnelle et non pas la chrononutrition qui est un concept commercial. Que se passe-t-il si vous mangez trop de glucides le matin ? Eh bien, vous allez avoir de l'énergie, oui, mais de courte durée, car l'énergie se calque sur le pic de glycémie. Donc quand on mange beaucoup de glucides, ça augmente très vite et ça chute également très rapidement. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et votre énergie va suivre le même chemin, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, vous allez vous sentir bien, en forme, puis ensuite, c'est la chute libre. À partir de là, on ne se sent pas très bien, la fatigue revient au galop et en plus, on a de nouveau faim. En plus, l'excès de glucides ne va pas permettre de fabriquer les bons messagers chimiques, nos neurotransmetteurs. Donc là, c'est la porte ouverte au manque de motivation, au manque de concentration. Enfin, lorsque la glycémie s'élève trop vite et trop souvent, de nombreux processus inflammatoires se mettent en place dans notre organisme. Et ça nous fait retomber précisément sur le sujet du jour. Du coup, on met quoi au menu ? Pour être sur une base anti-inflammatoire, on va donc éviter les aliments inflammatoires. Je ne vous les présente plus, mais parmi eux, on va trouver les aliments ultra transformés, dont font partie les céréales du petit-déj, toutes les céréales hormis le muesli, les biscuits, notamment ceux qui sont spécifiques pour ce repas, les cakes, les brioches, le pain de mie, la pâte à tartiner. Par ultra transformé, on entend une recette qu'on ne pourrait pas faire nous à la maison, c'est-à-dire qui contient des ingrédients qui n'existent pas dans nos placards, des ingrédients industriels, comme les formes de sucre bizarres ou alors les additifs, les graisses hydrogénées. Ensuite, le gluten. Lorsque l'on veut lutter contre l'inflammation, donc lorsqu'on souffre d'une maladie inflammatoire chronique, d'une maladie auto-immune, d'une maladie neurodégénérative, ou alors tout simplement parce qu'on a des douleurs au quotidien, ou qu'on veut prendre soin de sa santé, il faut limiter la consommation des produits à gluten parce que cette protéine que l'on trouve dans le blé, le seigle et l'orge va augmenter la perméabilité intestinale et donc l'inflammation et fait en plus surréagir notre système immunitaire. Si vous avez envie de plus d'infos sur le sujet, je vous mets les liens de quelques études dans la description. Ensuite, les produits laitiers qui eux aussi ont un fort pouvoir antigéniques, c'est-à-dire qu'ils font surréagir le système immunitaire à cause des caséines qu'ils contiennent. Les caséines, ce sont les protéines laitières. D'ailleurs, une récente étude a mis en lumière le lien qui existe entre la consommation de caséine et l'inflammation. Pareil, je vous mets le lien dans la description. En plus d'augmenter l'inflammation, elles sont également peu digestes parce que les caséines sont de grosses molécules.
que notre corps met du temps à dégrader, digérer. Bien sûr, dans les produits laitiers, on trouve également du lactose, et ça c'est particulièrement vrai dans les produits laitiers liquides comme le lait, la crème fraîche, la chantilly, moins dans les yaourts d'ailleurs, puisque les bactéries se sont chargées de grignoter le lactose. Mais ce lactose, qui est en réalité le sucre des produits laitiers, est responsable de beaucoup d'intolérances digestives dans le monde. On estime qu'environ 75% de la population mondiale est intolérante au lactose. Donc lorsque l'on souffre d'inflammation, on a tout intérêt à limiter sa consommation de produits laitiers, tout comme de gluten d'ailleurs, et ce particulièrement le matin. Parce que si on commence notre journée par demander à notre corps quelque chose de difficile, c'est-à-dire essayer de réguler de l'inflammation, cela va forcément occasionner de la fatigue, des troubles digestifs ou des douleurs. Donc, si on combine tout ça, qu'est-ce qu'on mange? En privilégiant les protéines, en mangeant plutôt sans gluten et sans produits laitiers, et en mettant totalement de côté les produits ultra transformés. Vous pouvez choisir 2 portions de protéines parmi celles-ci. Soit un œuf, s'il peut être de la démarche bleu blanc cœur, c'est encore mieux. Cette démarche n'existe qu'en France. Et son objectif, c'est de mieux nourrir nos bêtes, et dans ce cas-là, les poules, pour qu'en bout de chaîne, les aliments que nous mangeons soient beaucoup plus riches en oméga 3, donc beaucoup plus intéressants pour notre santé. Sachez que dans un œuf bleu blanc cœur, il y a environ 4 fois plus d'oméga 3 que dans un œuf classique, et que vous pouvez trouver ces produits un peu partout en supermarché, il suffit de chercher le logo. Ça peut être aussi 100 g de yaourt de soja, puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver autant de protéines que dans un yaourt de lait d'animaux classique. Certains se posent peut-être la question de la consommation du soja. Sachez qu'il n'y a que 3 cas où on déconseille la consommation de cette plante. C'est lors de la grossesse, lors de la petite enfance, donc de 0 à 3 ans, et lorsqu'on a souffert soi-même d'un cancer hormonodépendant. Pourquoi? Parce que le soja est un phytoœstrogène, c'est-à-dire une hormone féminine végétale. Donc dans ces moments de la vie qui sont des tempêtes hormonales, rajouter une hormone qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire exogène, n'est pas recommandé. Pour tous les autres cas, même pour les patientes qui souffrent de pathologies hormonales, je pense à l'endométriose ou au syndrome des ovaires polykystiques notamment, les études ont montré que la consommation de soja, au lieu d'augmenter les symptômes comme on aurait pu le penser avant, avait plutôt tendance à les réduire et en fait à réduire l'imprégnation hormonale globale. Vous pouvez également vous tourner vers 100 g de poulet, alors par exemple du blanc de poulet que vous auriez cuit préalablement, ou alors 2 tranches de blanc de poulet. Si vous trouvez sans nitrite et bleu blanc cœur, c'est encore mieux. Attention dans ce cas quand même parce qu'il s'agit d'une charcuterie, donc c'est particulièrement salé. L'OMS ne recommande de consommer de la charcuterie que 2 fois par semaine. Pour le végétal, vous allez aussi trouver des protéines dans de l'avocat, un petit avocat ou la moitié d'un gros, dans une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, noisette, ou dans une poignée d'oléagineux, donc pareil, toutes les noix et graines. On est bien d'accord qu'il faut choisir 2 portions parmi celles-ci, donc ça pourrait très bien être 2 œufs, et bien ça fonctionne, ou alors 100 g de poulet et un petit avocat, ou 100 g de yaourt de soja et une poignée d'oléagineux. Tout ça, ça se définit évidemment en fonction de vos goûts et de vos envies. Bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un petit déjeuner équilibré, il faut aussi des glucides, mais moins. Donc ici, on ne va choisir qu'une seule portion. Soit 2 tranches de pain sans gluten. Si vous avez le temps de le fabriquer à la maison, c'est super et c'est pas très compliqué. On peut aussi les faire au four. Ou du pain sans gluten que vous trouverez dans un magasin bio, c'est-à-dire fabriqué par un boulanger. Je vous déconseille tous les produits sans gluten industriels que vous allez trouver dans les rayons bio des supermarchés parce que ce sont des produits ultra transformés. Certes, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'additifs pour pouvoir donner la même texture que le gluten. Ça peut aussi être 30 g de muesli sans sucre ajouté ou alors des flocons de sarrasin, de quinoa, d'avoine. En tout cas, l'idée c'est le sans gluten. Attention à l'avoine pour ceux qui ont un petit intestin sensible parce que ces fibres peuvent être irritantes.
Ça peut également être un fruit entier ou une poignée de petits fruits, par exemple quand c'est la saison des framboises ou des fraises. Ou enfin deux cracottes style pain des fleurs que l'on trouve aussi sous des marques distributeurs dans les rayons bio. Pareil, faites à base de céréales qui ne contiennent pas de gluten, donc sarrasin, millet, quinoa. Pour ces dernières, sachez que ces petites cracottes sont quand même un peu moins rassasiantes que du pain notamment, parce qu'il y a moins de fibres à l'intérieur. On me pose souvent la question de savoir si elles ont un index glycémique élevé, parce que ce sont quand même des céréales qui sont soufflées. Sachez que leur index glycémique est modéré, mais que leur charge glycémique, c'est-à-dire la quantité que l'on mange par rapport à la glycémie, reste elle assez basse, puisque si on ne consomme que 2 cracottes, on n'explose pas du tout sa glycémie. À ces 2 portions de protéines et une portion de glucides, vous pouvez ajouter une matière grasse si besoin, par exemple 10 g de beurre pour tartiner. Sachez que le beurre n'est pas un produit laitier, c'est une matière grasse et qu'il ne contient ni lactose ni caséine. Je ne vous conseille pas d'en manger non plus toute la journée, mais il ne pose pas vraiment de problème dans ce cadre-là. Si vous vous tournez vers des margarines, faites bien attention à les choisir riches en oméga 3 sans huile de palme. Bien sûr, pour l'hydratation, vous pouvez également consommer une boisson chaude ou froide sans sucre ajouté. Donc du thé, du café, des infusions, mais pas de jus de fruits, parce que le jus de fruits est une bombe de glycémie. Parce qu'en fait, ça n'est pas du tout équivalent à un fruit. Dans un fruit, vous avez toutes les fibres qui vont donc faire ralentir le processus de digestion et faire s'élever la glycémie doucement. Dans le jus, on a retiré toutes les fibres. Il ne reste donc schématiquement que le sucre, que les glucides, qui vont provoquer un pic de glycémie très élevé dont on parlait tout à l'heure, et donc la chute vertigineuse qui va avec. Les jus de fruits doivent être consommés très occasionnellement et ne peuvent pas faire partie du quotidien. Pensez aussi aux petites recettes anti-inflammatoires du matin. Là-dedans, vous allez retrouver par exemple les bowl cakes. Il y a plein de recettes sur internet, vous allez pouvoir les trouver sucrées ou salées. La base, c'est en fait 1 ou 2 œufs qu'on mélange à un peu de lait végétal, un peu de levure et des flocons de votre choix que l'on met 1 minute, 1 minute 30 au micro-ondes et que l'on agrémente ensuite avec des toppings de notre choix. Il y a aussi les omelettes, c'est très rapide à faire, qu'elles soient salées, donc classiques, ou sucrées. Parce qu'une omelette où on dépose dessus des petites rondelles de banane, quelques pépites de chocolat noir et de la noix de coco râpée, et ben c'est hyper bon. Vous pouvez aussi réaliser des pancakes, donc sans gluten, sans produits laitiers. Pareil, il y a plein de petites recettes sur internet. Ça peut en plus se faire à l'avance. Ou encore les puddings aux graines de chia, les overnight pudding, que l'on fait en fait tremper la veille. Donc généralement c'est 2 cuillères à soupe de graines de chia que l'on fait tremper dans un peu de lait végétal. Elles vont donc gonfler pendant la nuit, se retrouver sous leur forme de mucilage, cette sorte de gelée qui est excellente pour la digestion et pour le microbiote. Il existe plein de possibilités pour se faire un petit déj agréable et qui ne fasse pas flamber notre inflammation. Si pour vous il est impossible de manger des protéines à ce repas, il vaudrait peut-être mieux essayer de s'en passer, c'est-à-dire pratiquer le jeûne intermittent et ne rien manger jusqu'au déjeuner. Sachez que ce jeûne intermittent présente pas mal d'intérêts santé, notamment la régulation de la glycémie. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait il y a 15 jours une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien juste ici. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Je suis aussi toujours ravie de répondre à vos commentaires, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui par mégarde n'auraient pas encore appuyé sur le bouton s'abonner à la chaîne, je vous encourage évidemment vivement à le faire. À très vite!